C'est un gars qui savait 3 jours à l'avance qu'on préparait son assassinat. Et il avait tous les moyens d'agir. Mais il a dit non, c'est à ce peuple à qui j'ai dit que seul doit primer la force de l'argument et non la force des armes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais encore revenir prendre l'arme? Non, moi, ce serait contradictoire. Ce serait contradictoire. Et que si ma mort doit servir à un déclic d'éveil, qu'il en soit, je serai mort fier. Et du tombeau servir d'expérience, de repère, de référence et d'exemple pour les peuples qui viendront après. Si Sankara avait accepté de prendre l'arme, il serait plus là où il serait plus ce qu'il est pour nous aujourd'hui. C'est parce qu'il a accepté le sacrifice physique pour vivre éternellement dans nos cœurs, dans nos âmes. Est-ce que tu choisis de vivre ici-bas ou tu choisis de vivre pour toujours? La vie du physique n'est qu'éphémère. C'est ça les grands hommes. Ils ne meurent jamais. Il faut distinguer dans la chute de Thomas Sankara, dans son assassinat, les événements internes et les événements externes, sachant qu'évidemment ils sont liés. Donc disons de l'extérieur, il faut comprendre que Sankara avait et d'une stature internationale, de par les discours qu'il tenait dans les différentes assemblées, dont certains sont extrêmement connus, comme le discours contre la dette à l'OUA et le discours à l'ONU en 1984 où il se revendique comme le porte-parole de tous les opprimés du monde. Et ces discours aussi au sein du mouvement des non-alignés, où il combattait évidemment l'alignement, que ce soit sur les pays socialistes ou sur les pays capitalistes. Il était plutôt pour un non-alignement qui ne voulait pas dire neutralité. C'est-à-dire qu'il était un des plus virulents pour soutenir la Palestine, pour qu'elle ait le droit à la terre, mais aussi l'apartheid, en dénonçant la complicité des pays occidentaux qui officiellement se disaient contre le racisme, mais qui continuaient à faire des affaires, voire à entretenir de la coopération militaire avec les Sud-Africains. Il y a une alliance qui se crée, qu'a parfaitement décrite Verschave il y a déjà une dizaine d'années, en expliquant qu'il y avait une alliance entre la Côte d'Ivoire, la Libye, le Burkina Faso et la France pour soutenir Charles Taylor dans la guerre qui va avoir lieu au Libéria et qui va commencer en 89. Il explique que cette alliance, c'est que l'assassinat de Sankara est l'acte fondateur de cette alliance qui va soutenir Charles Taylor avec toute la guerre effroyable qui va se passer ensuite. Donc, et alors ça c'est uniquement sur la question internationale, mais si on se polarise un peu plus sur la région, il était potentiellement déstabilisateur dans la mesure où il introduisait de la rigueur dans la gestion de l'État. Il luttait de façon très énergique contre la corruption et tous les dirigeants corrompus qui, en fait, avec la complicité des dirigeants occidentaux, faisaient ce que leur disaient les Occidentaux. Tous les gens qui dirigeaient ces pays voyaient bien que si l'exemple du Burkina Faso réussissait, ça remettait en cause leur pouvoir, à tel point d'ailleurs que quand il y avait une réunion internationale, ils ont fini par éviter de l'inviter dans la capitale pour éviter les manifestations, etc. Donc voilà, l'aspect international, on a donc quelqu'un qui dans un contexte de guerre froide et dans un contexte de montée en puissance du FMI et des ajustements structurels, et sur les questions des conflits qui étaient en cours, il se pose quand même comme un dirigeant dangereux pour les forces occidentales, de par son dynamisme et l'ensemble des discours qu'il prononce sur la scène internationale, où il traite sans détour de toutes ces questions, en pointant bien l'ennemi principal comme étant les Américains, Israël, etc. Plus de 20 ans après, on se rend compte qu'il a été tué parce qu'il refusait qu'on vole. Il a été tué parce qu'il refusait qu'on exploite le peuple. Il a été tué parce qu'il empêchait les gens de se donner, voilà, le plaisir de profiter des délices de cette terre sur le dos du peuple. Il a été assassiné parce qu'il était un empêcheur de tourner en rond. Voilà, si Sankara était là, ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique allait connaître plein de problèmes.
que ce soit les Mitterrand ou les Chirac et les Sarkozy, très forts dans les cirques, les théâtres et tout, n'auraient pas eu le sommeil tranquille s'il y avait quelqu'un comme Thomas Sankara. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas vécu assez longtemps, mais il a vécu juste le temps pour déranger les autres. Tout ça crée une alliance entre les pays occidentaux et les dirigeants locaux, une alliance objective contre la révolution du Burkina Faso qu'il fallait stopper et éventuellement en assassinant son dirigeant. Donc c'est dans ce contexte que Blaise Compaoré va marier une femme qui est de l'entourage d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny étant le représentant de cette alliance que j'ai expliqué tout à l'heure entre les intérêts occidentaux et les couches qui dirigent dans les pays africains de la région, parce que c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Et donc il se trouve qu'il se marie dès 1985 avec une femme de l'entourage d'Houphouët-Boigny. Donc on ne peut que s'interroger sur ce mariage, sur la façon dont on a présenté cette femme-là, dont en tout cas Blaise Compaoré a rencontré cette femme-là dans une réception en Côte d'Ivoire, sur le fait qu'ils se sont mariés assez rapidement, sur le fait que avant que elle s'appelle Chantal Compaoré maintenant, avant que cette femme-là ne vienne s'installer au Burkina Faso, Blaise Compaoré allait régulièrement en Côte d'Ivoire. Il y allait d'autant plus que Thomas lui avait confié une des missions d'entretenir des rapports avec la Côte d'Ivoire et que Houphouët-Boigny a probablement arrosé ce couple d'argent. On sait en tout cas qu'il a essayé d'en arroser d'autres, puisque moi j'ai quelques anecdotes de valises que Houphouët-Boigny essayait de donner, y compris à Sankara. Et on m'a raconté d'ailleurs qu'une fois il était en tête-à-tête avec Houphouët-Boigny qui a commencé à ouvrir une valise avec de l'argent et que tout de suite Thomas Sankara est sorti et il est sorti tout de suite montrer à ses collaborateurs le contenu de la valise, alors que n'importe quel autre dirigeant aurait gardé son argent. C'est pour montrer un peu, et évidemment que ça contrecarre un peu les plans de Houphouët-Boigny qui, le charisme de Sankara a imposé un peu ce niveau de vie très sobre à tout le monde, et là on amène une femme qui évidemment refuse la sobriété, veut continuer et en plus de toute façon qui peut compter sur le financement de Houphouët-Boigny quand on... Il est possible en tout cas qu'on savait pertinemment ce qui allait se passer et qu'on se disait à ce moment-là qu'on pouvait aller compter sur Blaise Compaoré. Donc de toute façon Blaise Compaoré rencontre la droite française dans les années 86, je pense. Je ne sais plus quel a été intermédiaire, probablement Focard. Il a rencontré Pasqua et Chirac. On a un autre complot, on va dire un complot interne. En tout cas, une conjonction de forces qui combattent Thomas Sankara. Plutôt une fronde qui vient de gens qui se réclament de l'extrême gauche, qui trouvent que Sankara est un réformiste et qu'il faut approfondir la révolution en continuant à faire des purges, etc. Et ce sont eux qui, à cette époque-là, s'opposent à Thomas Sankara. Et donc ce sont eux qui vont faire une alliance objective avec Blaise Compaoré, tout en préparant lui-même probablement la reconversion à droite qu'il va organiser petit à petit après l'assassinat de Sankara, mais tout en ayant lui-même ses relations avec les Libyens, les Français, etc., et les Libériens. Donc il y a une alliance objective. Les gens de ceux qui se disent d'extrême gauche, mais en fait qui veulent simplement jouir comme ça sera prouvé après quand ils accéderont au pouvoir, ils montreront que le Burkina Faso est devenu un pays comme tous ceux qui l'entourent, c'est-à-dire avec une classe dirigeante qui s'enrichit, qui profite de la place au pouvoir pour s'enrichir. Tous ces gens qui avaient des discours d'extrême gauche, pour la plupart vont accéder au pouvoir et vont suivre sans état d'âme le libéralisme de Compaoré. Ils avaient réussi à prendre pas mal de positions à l'intérieur des CDR, ce qui explique en partie pourquoi les CDR n'ont pas bronché lorsque Sankara est mort, sachant que, contrairement à... en fait, Thomas Sankara, lui, était un dirigeant
en train d'évoluer dans la mesure où il avait pris conscience que on était dans un stade où il fallait un petit peu peut-être se poser et refaire un bilan et se réorganiser, etc. Donc il avait dit en août 87 qu'il fallait un peu rectifier le tir. Et donc il voulait une certaine pause, il voulait augmenter, c'est là où il sortait politiquement à ceux qui voulaient faire des purges, il disait qu'il voulait augmenter les partis qui soutenaient le processus et qu'il voulait tous les faire se réunir dans un seul parti de façon à passer à une autre phase. Il y avait cette phase-là, mais il y avait aussi il voulait introduire une certaine détente dans la mesure où en été 87, il avait diffusé une circulaire où il demandait qu'il fallait commencer à reprendre les gens on appelait ça dégagés à ce moment-là. Ça veut dire on les avait en gros licenciés. Il disait qu'il fallait commencer à étudier la reprise des gens qui avaient été injustement dégagés. La révolution s'était trompée. C'est pas la révolution qui s'est trompée. Nous, nous sommes trompés. Mais se tromper, c'est humain. Et c'était une expérience unique au niveau du Burkina, en Afrique. Bon, pour être moins modeste, au niveau du monde, une expérience unique qui ne pouvait pas ne pas avoir des ratés. Mais les ratés, comparés à ceux pour lesquels on s'était battu, ces ratés, pour moi, passaient en second plan par rapport à l'idéal pour lequel on s'était battu. Et que la conscience que, grâce à Thomas, on a donné au peuple burkinabé. Les ratés, ça existe et ça existera toujours. Toute entreprise humaine peut à tout moment avoir des ratés. L'essentiel, c'est de les reconnaître et de les corriger et d'aller en avant pour atteindre l'idéal pour lequel on se bat. Et ça, je pense que Thomas était le seul qui pouvait nous amener justement à cette prise de conscience qu'il y a les choses qui n'allaient pas et qu'il fallait corriger pour pouvoir aller plus en avant. Mais pourquoi n'a-t-il pas agi contre? Moi je pense qu'un visionnaire, un homme aussi réfléchi que Sankara, à chaque acte que tu poses, tu penses aux conséquences. Et pour lui, vu ce qui se préparait, s'il laissait contrer ça, c'était une porte ouverte à un bain de sang. Peut-être qu'une vingtaine d'années plus tard, le Burkina serait encore dans une guerre civile. Fort de toute cette conscience, non, ce bonhomme, ce grand homme que Sankara a préféré sacrifier sa vie pour éviter ce bain de sang-là. Il a tout fait pour que ce bain de sang n'ait pas lieu. Et quand il s'est rendu compte que malgré tous ses efforts, ça devenait inévitable, non? Le problème, c'est qui? C'est moi. D'ailleurs, ces dernières phrases que le seul témoin oculaire a toujours soutenu. Quand les premières rafales ont retenti à l'extérieur de la salle, il dit à ses conseillers, à tous ceux qui étaient dans la salle, ne vous inquiétez pas, c'est moi qu'il cherche. Je suis le seul responsable. Et il sort pour affronter à main nue, pacifiquement, ces assassins. Voilà quelqu'un qui donne sa vie pour sauver des millions d'autres vies. Ce qui s'est passé le 15 octobre 87, à partir autour de 16h au concert de Menton. Donc, des grands hommes de sa carrure, on en a rarement vu. Ce qui est très important, c'est bien de comprendre que quand Sankara a été assassiné, et ça, les bandes radio sont disponibles de la radio, on accusait, outre les insultes contre Thomas Sankara, on l'accusait, outre les insultes sur le pouvoir personnel, on l'accusait en fait de dérive droitière. Et c'est assez peu connu, alors que c'était donc ces gens qui se sont alliés avec Blaise Compaoré et qui, assez rapidement, ont transformé la révolution
un pouvoir révolutionnaire ou un pouvoir libéral. Ça s'est fait doucement, intelligemment, on va dire. On a commencé par dire qu'on continuait la révolution en l'arrangeant. Petit à petit, il y a des gens qui se sont fait assassiner et on est passé assez rapidement à un pouvoir libéral avec tout ce que ça comporte. Voilà un peu le schéma de l'assassinat de Sankara. Dans un premier temps, personne ne croyait à ce qu'il avait entendu, personne. Bon, c'est l'incrédulité dès le départ. Et je pense que ceux qui ont fait ça avaient compté avec ce paramètre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui disent oui, mais personne n'a bougé parce que justement il était devenu impopulaire. C'est pas vrai. Simplement personne au moment où ils ont proclamé que il y a eu le coup d'État, personne au Burkina n'a cru réellement à la mort de Thomas. Il a fallu pour beaucoup, dont moi, mais avec quand même un peu moins de retard que si quelqu'un, comme je l'ai dit à tous ceux qui étaient à côté de moi, si quelqu'un a osé proclamer à la radio qu'il y a eu un coup d'État, c'est que Thomas est mort. Sinon, Thomas vivant, personne. En tout cas, Thomas, c'est pas quelqu'un qu'on met en prison. Et celui qui a préparé ce coup savait très bien que où il mourait et le coup réussissait, mais vivant, le coup ne pouvait pas réussir. C'est pas quelqu'un qu'on met en prison. Donc, ils ont présenté ça comme un truc du genre, bon, il a commis des erreurs, il était temps qu'on l'écarte pour mieux avancer dans la révolution. Non, ça ne pouvait pas être. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ça donc Blaise, effectivement, quand ils ont fait ça, il leur était difficile de dire qu'ils ont mis fin à la révolution. Au contraire, ils ont présenté ça comme s'ils allaient approfondir la révolution et Thomas était devenu l'obstacle. Ce qui n'était pas. Ce qui était un mensonge d'État et puis un mensonge tout court. Ils savaient très bien que c'était pas ça l'objectif principal. Donc ils ont présenté ça comme étant un approfondissement de la révolution pour que ça puisse passer au niveau du subconscient collectif que la révolution n'est pas finie. Mais quand on a appris la mort de Thomas, ceux qui en doutaient étaient obligés de revenir à l'évidence que ce n'était pas l'approfondissement de la révolution. Et quand on prend simplement l'arrivée de tout pouvoir dictatorial qui vient de manière violente, on remarque bien cette constance-là. Ça s'ensuit d'un bain de sang et d'une répression. Parce que il faut marquer les consciences. Et la mort de Sankara, chaque Burkinabé a été violenté dans sa conscience. On a été violenté dans notre conscience jusqu'à aujourd'hui. Le choc étant tel que nous étions une sorte de paralysie. L'effet de l'émotion. Ce n'est pas par hasard que d'autres perdent la raison suite à un choc, comme Alouna Traoré, le seul survivant. Et ça, la répression qui va s'en suivre là, était aussi dans cette optique-là. Violenter les consciences pour créer une léthargie. Et c'est ce qui s'est passé. Et bien c'est classique en plus dans la pratique de l'impérialisme. Celui qui, vous revoyez la mort de Patrice Lumumba, c'était dans la même, vous voyez la mort de plein d'autres. Chaque fois était dans cette... C'est une technique d'ailleurs. Et ceux qui vont être derrière la marionnette Blaise Compaoré, c'est l'impérialisme occidental qui a une longue pratique dans la conception et la théorisation de la violence, qui date de plusieurs siècles, qui remonte de l'esclavage à la colonisation, au néocolonialisme. Ces méthodes, ça, c'est des gens qui pensent, qui conceptualisent. Et les marionnettes qui ont exécuté le 15 octobre l'ont fait sous ces conseils-là.
assassinat lors de sa dernière sortie publique. Sankara a tenu à rendre hommage à un grand homme, à un combattant de la liberté et de la dignité humaine. Rendant hommage à ce grand homme qui a été un exemple pour lui, sinon un miroir, Sankara a légué un testament à la postérité. Che Guevara a été fauché par des balles impérialistes sous les cieux de Bolivie. Et nous disons pour nous que Che Guevara n'est pas mort. C'est vrai, on ne tue pas les idées. Les idées ne meurent pas. C'est pourquoi Che Guevara, qui était un concentré d'idées révolutionnaires et de dons de soi, n'est pas mort. De la même façon, en Amérique latine, on parle encore du Che. De cette même façon, on parlera presque éternellement de Thomas Sankara. Les hommes passent et les idées restent. Donc ces idées sont restées. Beaucoup de ces idées d'ailleurs contribuent, aident encore le régime actuel, puisque le régime actuel continue d'exploiter des idées de Tom Sank de l'époque. Ces détracteurs, ces assassins, ont continué maladroitement certaines de ces projets en le vidant malheureusement de l'essence. Et ce qui est important dans le discours de Thomas Sankara, en fait, mais ça a été annexé par le FMI et la Banque mondiale. Tout le discours de Sankara aujourd'hui a été annexé par le FMI et la Banque mondiale. La lutte contre la corruption. C'est ce que le FMI met comme conditionnalité pour financer les pays. Lutter contre la corruption. La lutte pour la bonne gouvernance. C'est ce que le FMI met comme condition pour finaliser les choses. La lutte consommer burkinabé, consommer africain. Aujourd'hui, avec la cherté de la vie du point de vue mondial, tous les pays africains disent maintenant qu'il faut consommer africain. Et qu'est-ce qui a fait de la révolution sankariste, en fait de la révolution de Thomas Sankara, une révolution? Qu'est-ce qui a apparu révolutionnaire dans le discours de Thomas Sankara? La suppression de la dette. C'est aujourd'hui tout ce que tout le monde embouche la tempête, qu'il faut supprimer la dette. Et il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre... quoi? Mais tout le discours de Thomas Sankara a été annexé. Et en 1989, j'écrivais dans mon livre Thomas Sankara, l'espoir assassiné, aux éditions Harmattan. Vous pouvez le lire pour compléter. Je disais dans ce livre que dans les années qui viennent, c'était en 1989 que j'écrivais ça, ce discours qui est apparu éminemment révolutionnaire, tout le monde va s'y engager allègrement comme si de rien n'était. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui nous a paru, ce qui a paru révolutionnaire, aujourd'hui, tous les chefs d'État, même Blaise Compaoré, le répètent, mais sans conséquence. Sans conséquence. Mais c'est vrai que dans le fond, ils ne font que répéter, ils ne le pratiquent pas en fait. On dit les institutions internationales posent comme condition de lutter contre la corruption. Tous les jours, ils ont à la bouche la lutte contre la corruption. Dans les faits, ils ne font rien. Et ils ont la lutte pour la bonne gouvernance. Ils ont ça dans la bouche, mais dans les faits, ils ne font rien. C'est-à-dire que le discours a été intégré. Et aujourd'hui, en fait, Sankara est là aujourd'hui, on disait, mais en fait, tout ce que tu dis, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais en fait, c'est le contraire. C'est cette façon de faire aujourd'hui qui s'est imposée aux différents peuples, qui s'est imposée aux différentes institutions financières internationales. Et comme anecdote, après le 15 octobre, le FMI est venu pour faire, Banque mondiale est venu faire un audit. Et le nouveau pouvoir de Blaise Compaoré a supplié le FMI de dire que ça a été sur la révolution, la gestion de l'économie a été catastrophique. La Banque mondiale dit non, ne peut pas. Ne peut pas dire à bonne et conscience, à leur bonne âme et conscience que la gestion de Thomas Sankara a été catastrophique. Au contraire, s'ils doivent dire quelque chose, ils doivent donner un satisfecit à ce régime. Bon, pour leur faire plaisir, ils n'écriront pas le satisfecit, mais ils n'écriront pas que ça a été catastrophique. Alors, on parle de tous ces pays ont été ajustés structurellement par le FMI. Mais de nous-mêmes, on s'est auto-ajusté. C'est ça le drame. On s'est auto-ajusté. On n'a pas attendu la FMI pour faire l'auto-ajustement structurel. Il y a beaucoup de mesures que nous avons prises en tenant compte de notre capacité de gestion, des richesses que nous avions, et on a mis l'ordre dans l'économie.
Et c'est dommage que cette expérience se soit éteinte au bout de 4 ans. Mais si ça va continuer, aujourd'hui, le Burkina avait montré la voie de développement à tous les pays. C'est-à-dire qu'un pays peut être pauvre en richesse matérielle, mais faire des progrès incomparables. Ce qui m'amène à dire en fait que le capital le plus précieux, c'est l'homme, en fait. C'est la preuve. Jusqu'aujourd'hui, le Burkina bénéficie de ces 4 ans de gestion saine, qui fait que nous ne connaissons pas aujourd'hui, nous ne connaissons pas la dérive que connaissent des pays riches comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres, parce qu'il y a eu 4 ans de gestion. Même si aujourd'hui on continue de dire que le pays des hommes intègres, il y a cette formule qui demeure quand même si le contenu a été vidé. Et comme je vous l'ai dit, je suis en communication, option communication participative pour le développement. Et quand on fait les cours en classe, je vois que ce que Sankara avait mis en œuvre, c'est ce qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui. Et je n'ai cessé de rappeler à mon professeur, mais écoute professeur, vous qui étiez là pendant la révolution, est-ce que vous ne pensez pas que ce que le président Sankara faisait, c'était déjà la communication participative? Parce que c'était la première fois qu'on puisse voir des femmes, des enfants, des hommes qui vont sur les chantiers, qui font avancer les choses, qui construisent des écoles, qui font tout pour leur bien-être. Et quand ils construisent, ils se disent c'est notre école, ils se sentent impliqués. C'est pas quelqu'un qui est venu construire et puis repartir, c'est eux-mêmes qui ont construit leur école et ils sont motivés à bien gérer cette école-là, à envoyer les enfants à l'école. Donc c'était une communication participative au temps de la révolution. Donc pour nous, comme on le dit toujours, Sankara était en avance sur sa société, il était en avance sur ce qu'il faisait. C'est pourquoi certainement il n'a pas été compris. Mais tout le monde aujourd'hui, on regrette l'homme. Ce qui était fort de Sankara, lorsqu'il critique, il proposait des solutions. Mais par arrogance, comme d'habitude, les forts n'écoutent pas les faibles. Et une vingtaine d'années plus tard, l'histoire lui donne encore raison. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que le peuple a oublié. Mais véritablement, il y a eu un grand bond en avant sur le plan de la libération des mentalités, sur le plan de la confiance en soi qu'il a inculqué au Burkinabé. Et un certain nombre de ce qui se passe aujourd'hui, les jalons ont été posés à l'époque de Thomas Sankara. Parce que si vous vous souvenez, la Haute-Volta, au moment où Thomas Sankara arrivait au pouvoir, était parmi les plus pauvres, non seulement économiquement, mais était taxé comme pays maudit pratiquement. Et lui, il est arrivé, il a dit non, il n'y a pas de peuple maudit. Il faut produire ce dont on a besoin et il faut apprendre à consommer ce qu'on produit. Il faut adapter ses besoins à ses potentialités et son slogan était que le peuple conscientisé est capable de produire lui-même et de ses propres mains, construire son bonheur. Et il l'appliquait. Et en quelques années de révolution, en 4 ans, on a réalisé sur le plan économique, sur le plan infrastructure, sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sur le plan routier, etc. Plus que 20 ans d'indépendance du Burkina Faso. Le souvenir de Thomas Sankara, malgré les 20 ans, 21 ans, malgré le fait qu'on a voulu faire un lavage total de sa mémoire, détruire tout ce qui pouvait subsister de la mémoire de Thomas Sankara, malgré tout cela, ça n'a pas pris. La population a conservé beaucoup de choses du président Sankara. Aujourd'hui, je crois même qu'il y a une vengeance de l'histoire. Parce que lorsque vous assistez à ce qu'on a fait pour les 20 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, les jeunes qui étaient là, c'est ceux qui ne l'ont pas conduit physiquement. Mais c'est ceux qui avaient besoin d'un modèle. Et ça, c'est important. Lors du 20e anniversaire de la commémoration sur son entrée dans l'histoire, il s'est organisé une caravane internationale, la caravane Tom 5 2007, qui va partir du Mexique sous l'égide de Huitzilopochtli, qui est un intellectuel, activiste, artiste
africain qui enseigne à l'université à Mexico et qui est un acteur culturel important. Et la caravane, qui était composée d'artistes, d'intellectuels et de gens de tous bords, va symboliquement partir du Chiapas, la région du sous-commandant Marcos, va rejoindre Mexico. À chaque escale, la caravane qui était composée d'une exposition itinérante installée. Durant chaque escale, la caravane, il y avait des conférences, il y avait des concerts, il y avait des projections de films suivis des débats. En tout cas, beaucoup d'activités autour de la mémoire et de la vision du président Sankara. C'est ainsi que la caravane du Mexique arrive en Europe, précisément en faisant sa première escale à Montpellier. Montpellier, ville où vit la veuve du feu président Sankara. Après Montpellier, la caravane s'est retrouvée à Caen. De Caen, elle allait à Besançon. De Besançon, elle est venue en région parisienne en faisant une escale au théâtre des Amandiers de Nanterre. Et à l'issue de cela, elle a quitté la France pour se retrouver en Suisse, à Genève. De Genève, elle est partie en Italie, à Milan. Et de l'Italie, la caravane va traverser et se retrouver sur le continent africain, en passant par Dakar, Bamako, Ségou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, étape finale, où elle rentre triomphalement le 15 octobre 2007, jour J du 20e anniversaire de l'entrée dans l'histoire de Thomas Sankara. Et l'étape de Ouagadougou, pour tous, a été la plus grande étape. Parce que dès l'entrée, à l'approche de la caravane de Ouaga, sur près d'une vingtaine de kilomètres, il y avait des milliers de gens qui sont venus à l'entrée de la ville pour accueillir la caravane à près d'une vingtaine de kilomètres de l'entrée de Ouagadougou et rentrer triomphalement à Ouaga. Des milliers de personnes. On dit de mémoire d'homme, on n'avait pas vu une telle chose. Quand nous sommes allés pour les accueillir au poste de police, vraiment, il fallait être là ce jour-là. Et après, il y a la femme de Thomas Sankara qui est venue. Sa photo est là, je ne sais pas si je peux la présenter. L'autre photo encore. Bon. Quand elle est arrivée, je vous avoue que c'est la première, la vraie première dame du Burkina Faso comme ça. Voilà. Quand elle est arrivée, quand l'avion a atterrissé, nous avons commencé à entonner l'hymne national, dont l'initiateur était son époux. Quand nous avons entonné, on ne savait même pas que l'avion devrait atterrir. Et voilà, la vraie première dame qui se faisait signaler. Elle est arrivée, nous avons entonné l'hymne national. Quand elle est arrivée, elle était vraiment ébahie. Et nous l'avions escortée de l'aéroport jusqu'à son domicile, au niveau de Bilbao. Nous avons marché, poussé nos mobilettes. Les gens me disaient de ne même pas laisser le véhicule rouler. Parce que vraiment, on voulait même soulever le véhicule. Ce sont les moyens. Bon, on n'avait pas les forces physiques pour le faire. Nous l'avons escortée jusque chez elle. Il faut qu'elle sache que son mari ne s'est pas sacrifié pour nous pour rien. Et il faut qu'on soit tous à l'aéroport ce soir. Et personne ne peut nous interdire d'aller à l'aéroport. Personne ne peut nous l'interdire. Alors les gars, on vous dit, c'est maintenant le combat qui commence. Alors tout à l'heure, à partir de 21h, on sera à l'aéroport. Pour dire que la mémoire du capitaine Thomas Sankara est vivante, que sa mémoire est vivante. Il nous a enseigné l'intégrité, il nous a enseigné la dignité, il nous a enseigné la conscience en nous-mêmes. Alors vive le capitaine Thomas Sankara. Ceux qui l'ont assassiné sont morts, parce que lui, Thomas Sankara, est encore vivant. Quand on devait le tuer, il a dit tuez-moi, il y aura 1000 Sankara. Et ces Sankara, c'est vous. Est-ce qu'il y a des Sankara ici? Qui est Sankara le père? Est-ce qu'il y a des Sankara? Est-ce qu'il y a des Sankara? Pas tout la mort. Pas tout la mort. Kamala, le temps de la
la peur est finie. Ils vont nous menacer. Ils vont brûler nos voitures. Ils vont brûler nos pieds. Mais tant qu'on aura la bouche, on va leur dire qu'ils sont des assassins. Tant qu'on aura la bouche, on va leur dire que ceux qui ont commandité l'assassinat de Thomas Sankara devront répondre devant le peuple. On va leur dire que ceux qui ont commandité, planifié et exécuté l'assassinat de Norbert Zongo devront répondre un jour devant le peuple. Le jour où, le 15 octobre, où ils vont se retrouver au cimetière, depuis la mort, depuis l'assassinat de Sankara, on n'avait jamais vu une telle mobilisation, une marée humaine. Et c'est ce jour-là que tous ceux qui doutaient ont compris à quel point Thomas Sankara est inscrit dans les consciences, est inscrit dans les mémoires et plus que jamais est présent et actif quand il le faut. Et donc cette caravane, durant les différentes étapes où elle s'est arrêtée, il y avait aussi un groupe important. C'était un groupe constitué d'avocats qui s'étaient volontairement constitués comme ça pour la défense du dossier Sankara, puisque la veuve ayant porté une plainte pour assassinat et pour falsification d'actes de décès, parce que sur l'acte de décès du feu président Sankara, il était marqué mort de mort naturelle. Donc, suite à tous ces éléments, l'État burkinabé qui avait tout fait pour que ça n'aboutisse pas, en dernier ressort, la veuve a utilisé la Commission des droits de l'homme de l'ONU comme recours, et une première dans l'histoire, la Commission des droits de l'homme de l'ONU avait jugé que la plainte de la veuve était recevable et que l'État burkinabé devait rendre des comptes. Je ne sais pas quelles sont les tractations qu'il y a eu de manière sous-marine. Ce qui est sûr, l'ONU a reconnu que, ayant répondu aux différentes injonctions, et que l'affaire pouvait être classée, donc sans procès. Chose qui a effectivement reçu la réaction énergique de toute la batterie d'avocats qui sont organisés et qui ont rejeté et ont trouvé beaucoup de vices et de formes dans la procédure, et donc qui ont préparé une contre-attaque. Donc du coup, quand j'écoute un avocat comme Maître Aziz Fall ou l'avocat de la famille ainsi que les autres, effectivement, l'affaire, contrairement à ce qu'on a fait penser, a fait croire aux gens, n'est pas classée. Au contraire, elle est encore en instruction et elle va un jour ou l'autre, en tout cas, aboutir par un procès. Et ce procès, le jour qu'il aura lieu, bon, tous les différents protagonistes devraient intervenir pour s'expliquer. Donc, en l'occurrence, les acteurs et en tout cas les personnalités importantes du régime comparé aujourd'hui. Et tout le jeu a consisté à ce que le procès n'ait pas lieu pour éviter cela. Mais on dit le mensonge peut courir 10 000 ans. La vérité le rattrape en un seul jour. Et ce jour n'est plus très loin. Oui, c'était un succès pour la simple et unique raison que les Burkinabés ont compris qu'en fait, leur Thomas Sankara entre griffes, ce n'était plus le leur à eux seuls. Et que ils étaient surpris de savoir que des gens, certains nous disaient même, on se demande si les gens à l'extérieur du Burkina ne se battent pas pour l'idéal de Thomas plus que nous. Mais ils étaient fiers de savoir qu'il y a des jeunes d'autres pays qui se sont appropriés l'image de Thomas et de son œuvre. Et ça, la caravane, pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, je pense qu'il y a peu de gens qui pensaient que c'était réalisable et qu'ils pouvaient faire tout ce tour-là et revenir au Burkina. Et ça, au niveau des jeunes, ils étaient agréablement surpris.
Moi aussi d'ailleurs, j'étais agréablement surpris parce que ça donnait un caractère international à la manifestation de son 20e anniversaire. Ça donnait ce caractère qui est que Thomas ne nous appartient plus à nous tout seuls et qu'on doit et on peut compter sur d'autres pays, d'autres jeunes, d'autres hommes et femmes qui ont trouvé que l'œuvre de Thomas méritait qu'on s'y attarde un peu. C'est toujours intéressant quand on est et on vit en France, on peut passer 30 ans sans jamais entendre parler d'un type comme ça. Et puis on vient au Burkina un peu par hasard et on voit ce portrait d'un militaire dans les maisons, chez les gens. Puis quand on demande qui est ce type, on nous dit que c'est un président qui a été au pouvoir pendant 4 ans et qui a mené la révolution. Et tu te dis qu'on est passé complètement à côté de cette histoire-là. Et on ne nous enseigne pas ça, on nous enseigne une forme de décolonisation. Et si on n'a pas la chance, soit d'approfondir ses études, soit de rencontrer des Burkinabés qui peuvent nous parler de Thomas Sankara, on peut passer à côté. Alors qu'il a montré qu'une alternative était possible entre communisme et capitalisme, que quelque chose était possible, et surtout que c'était un combat à mener par les peuples eux-mêmes. Il a donné espoir, il a donné la foi à son peuple, et il a rendu sa fierté aussi au peuple burkinabé, et je crois que c'est extrêmement important. Il a posé des actes concrets pendant sa période de pouvoir. On entend parler de Lumumba, pourtant il a fait très peu de temps au pouvoir. Alors qu'un type comme Sankara qui a fait 4 ans et qui a vraiment, encore aujourd'hui, 20 ans après, un impact fort dans l'esprit des Burkinabés, mais aussi dans les réalisations concrètes qu'il a posées, évidemment c'est une source d'inspiration et surtout c'est une source d'interrogation, de se dire que sa mémoire a été tellement bafouée. Et aujourd'hui quand on voit des France-Africains qui sont là au pouvoir et la situation du peuple burkinabé qui est subie comme ça, qui est écrasé par un système qui est bien en place, ça fait mal. Didier Awadi, qu'aujourd'hui qui parle beaucoup de lui dans le monde entier. Didier Awadi, bon, quand on parle de Sankara, on ne parle plus du Burkina Faso. On parle du monde entier parce qu'il a lutté pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour tout le monde. Distinction de couleur. Vous voyez que quand Didier Awadi, qui n'est même pas burkinabé, aujourd'hui qui est mieux informé sur la vie de Sankara, si Sankara que le burkinabé, et puis qui défend la cause de Sankara, moi je me dis que non, il a fait un grand truc. Mon nom c'est Awadi, j'étais dans le groupe Positif Black Soul. J'évolue en ce moment en solo et on essaie de faire une musique militante. C'est dans ce cadre qu'on a créé justement ce militantisme, le studio Sankara. C'est d'abord un studio très normal de son, parce que l'idée c'était qu'on puisse être indépendant quand on a envie de créer notre musique, qu'on ne soit pas obligé d'aller à l'extérieur, chercher la technologie, chercher des hommes. Voilà, il faudrait qu'à partir du Sénégal qu'on puisse créer notre musique et la diffuser partout dans le monde, c'est possible. Il avait une expression qui nous a beaucoup marqué, oser inventer l'avenir. Et oser inventer l'avenir, c'est se donner les moyens de son avenir, les moyens de sa politique, et ne pas avoir peur de prendre les risques qu'il faut prendre au moment où il faut les prendre. Quand on prend son idée, on peut réussir proprement, en étant intègre, en ne demandant pas, en quémandant pas, en faisant pas sans se compromettre. Voilà, donc rester intègre et travailler à son indépendance. L'homme qu'on appelle Smoker. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui baillonnent. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres, pour les profits illicites, la spéculation, les détournements. On y va,
c'est les vieux, nègres et la médaille. Chez les vieux, le père, c'est la pagaille. Ils ne savent plus quoi dire. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour les citoyens que nous sommes. Mais où sommes-nous? Nous sommes d'accélérer. Nous sommes de m'exécuter. Nous sommes ce qu'on donne à la tombe. Le misérable et les cochons. Pour la liberté et les cochons. Pour la dignité et les cochons. Capitaine Noël Isidore. Tout le Sankara. 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 Père de Burkina, combattant, on le chantera. Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. La patrie ou la mort. Capitaine Noël Isidore. Thomas Sankara. 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 Père du Burkina, combattant, on le chantera. Smoke, ça c'est un frère révolutionnaire du Burkina que j'apprécie particulièrement. Tuer Thomas Sankara, demain il y aura 1000 Sankara. L'œuvre de Sankara est quelque chose d'éternel, sous forme d'héritage. Parce que qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? C'est d'une richesse inestimable. Sankara est venu en tant que précurseur pour tracer un sillon, un traceur de chemin. Et il nous a montré la voie à suivre. La voie à suivre, en le traçant, il a laissé assez de preuves pour que l'on comprenne à quel point cette voie était juste, noble et salvateur. Parce que c'était pas, on ne peut pas dire que c'était une première vague parce que les autres sont loin de nous. Ceux-là qui ont mené les résistants à l'indépendance, des gens comme Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, les autres comme Ben Bella au niveau de l'Algérie, qui ont eu à amener des progrès notables dans leur pays, sont loin de nous parce que peut-être on n'était pas nés ou on était trop jeunes. Mais Sankara, c'était un peu de notre temps. Et donc, étant plus proche de nous, je me dis que c'est le monsieur qui, pour moi, aujourd'hui, doit servir, puisqu'il est plus proche de cette génération. Il a prouvé, étant d'un pays d'une situation très difficile par rapport à d'autres, que seule la volonté est suffisante pour pouvoir vraiment lever tous les grands défis du monde entier. Il ne s'agit pas de le vénérer. Si je le vénère, il va me maudire dans sa tombe. C'est pas ça. Mais il nous demande, les jeunes, je vous ai montré un exemple. Donc, ne vous fiez pas à toutes ces théories économiques, politiques, ces charabia, le concret est là. Vous pouvez prendre l'exemple. J'ai fait des erreurs, certes. Mais vous pouvez analyser ce que j'ai fait, corriger mes erreurs et avancer. Parce que nos pays aujourd'hui ont besoin de cela pour s'en sortir. Les pays ont besoin de cela pour s'en sortir. Et je pense que Sankara, c'est un héritage africain, un héritage burkinabé, un héritage africain, un héritage mondial, un exemple de gestion de pouvoir, un exemple d'intégrité morale, un exemple d'intégrité physique, que nous tous, nous pouvons nous servir, ne sera que... prenez le cas de consommation que nous produisons, prenons le cas de l'aide qui ne nous aide pas, on ne veut pas de cette aide, prenons... Il y a tellement d'exemples. Donc pour nous, Sankara, c'est un exemple, c'est un modèle, c'est un repère. L'héritage va servir pour les révolutions de demain.
qui est en marche déjà. Parce que la révolution de demain, elle sera une révolution culturelle. Elle sera une révolution mentale. Elle sera une révolution comportementale. C'est un changement radical. Des gens qui diront, nous ne voulons plus accepter cela, nous ne voulons plus vivre comme cela. Et c'est ça, cette révolution silencieuse-là, qui va surprendre les gens, mais qui est déjà en marche. C'est-à-dire que on arrive à tromper. Et on dit que tout bon menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On va arriver à un point où le disque va être rayé. Donc, ça ne marche plus. Et ça, elle en marche déjà. La jeunesse aujourd'hui, ce qui se prépare là, c'est cette révolution. Elle est déjà en marche. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. C'est pas possible, aussi bien au Burkina que ailleurs. Ici en France, beaucoup plus complexe, parce que avec les médias, avec les etc., les groupes de pression, les holdings, c'est beaucoup plus complexe. Mais au Burkina, je pense que les choses ne peuvent pas rester en l'état. Le seul souhait, c'est que j'espère que ça se passera dans le sens du respect de l'intégrité humaine. Mais parce que j'ai peur que les choses ne soient violentes. Un centre de presse qui a été créé en 1998, plus précisément le 3 mai 1998. Et 6 mois après, le centre de presse, ça s'appelait perd un de ses membres fondateurs, la personne de Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998. Un mois après, en hommage à Norbert Zongo, l'ensemble des hommes de médias décident donc de rebaptiser ce centre qui devient Centre de presse Norbert Zongo à partir du 29 janvier 1999, soit un mois après l'assassinat de Norbert Zongo. Les motifs, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, qui a été très formelle. Norbert Zongo a été assassiné à cause de son travail journalistique. Donc, c'est à cause des investigations, de ces enquêtes journalistiques qu'il a été assassiné, parce qu'il était devenu gênant. Et la commission même va plus loin en disant qu'il a été surtout assassiné à cause du dossier David Ouedraogo. David Ouedraogo, c'est le nom du chauffeur du petit frère de notre président, M. François Compaoré. Donc ce chauffeur est mort de manière très bizarre au Conseil de l'Entente. Et Norbert Zongo s'est saisi du dossier et pendant plusieurs semaines, il a mené une enquête et il en parlait. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a été assassiné. Mais c'était surtout parce qu'il était gênant. Mais aussi parce qu'on ne pouvait pas le corrompre, on ne pouvait pas l'intimider. Et finalement, la seule mesure ou le seul moyen qui restait finalement à ce bourreau, c'était de l'éliminer physiquement parce qu'on ne pouvait ni le corrompre ni l'intimider. Et c'est ce qui malheureusement a été fait le 13 décembre 1998. Et évidemment, ceux qui avaient monté ce coup n'avaient pas calculé avec la réaction du peuple, n'avaient pas calculé que Norbert Zongo était arrivé à intégrer tellement le peuple que l'indépendant était devenu pratiquement... je me souviens qu'à un moment on disait acheter l'indépendant, qui est le journal de Norbert Zongo. C'était comme si on posait un acte patriotique, un acte politique en quelque sorte. C'est comme si on s'engageait. Et donc le peuple a réagi. Il n'a pas tardé d'ailleurs, il y a eu vraiment une réaction très très colérique où le peuple disait que ça venait de trop. On en a marre de ces assassinats à répétition. Depuis le 15 octobre 1987, ce régime multiplie les assassinats comme ça. Et donc le peuple a dit on en a marre, on n'en veut plus. Et trop c'est trop. Et c'est comme ça que le peuple est descendu dans la rue. Les organisations politiques, de la société civile, ce qu'on appelle les organisations démocratiques de masse, se sont organisées dans un collectif et qui ont décidé donc de manifester pour réclamer la libération de Norbert Zongo. Et c'est comme ça qu'on a une succession de marches, de meetings. Et vraiment une pression terrible sur ce pouvoir qui est obligé de reculer sur plusieurs points. Et c'est comme ça qu'il y a une certaine relative liberté qui a été acquise dans le cadre de ce mouvement-là.
Voilà, donc c'est un vaste mouvement et c'est la première fois qu'on voit ça, que l'assassinat des journalistes conduit à autant de manifestations. On n'avait jamais vu ça. Et je vais dire même 10 ans après, l'affaire Norbert Zongo reste toujours d'actualité et les gens continuent toujours de sortir pour ça. Le peuple burkinabé va recevoir comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On va, dans l'histoire du Burkina, voir surgir le peuple qui se lève comme un seul homme pour dire trop c'est trop. Il y en a marre de ces tueries. Et pendant des mois et des mois, le peuple va exiger justice. Le pouvoir qui va essayer par plusieurs moyens de faire fi va se rendre compte que cette fois-ci, ce n'est pas la rigolade, c'est sérieux. Le pouvoir de Blaise était sur le point de disparaître. Partout, dans les rues de Ouagadougou et dans les rues des provinces du Burkina, un peu partout, il y avait cette chanson leitmotiv, c'était Blaise démission, Blaise démission. Son impopularité a été vraiment prouvée à ce moment-là. Le peuple entier s'était levé comme un seul homme pour dire trop c'est trop, il y en a marre de ces tueries, on n'en veut plus du régime Compaoré. Bon, Norbert Zongo, l'affaire va être effectivement jugée en partie. Ce dossier, jusqu'à l'heure où je te parle, on a tout fait pour qu'il n'aboutisse pas et il a été récemment, il y a 2 ans, classé sans suite. Pour jouir de sa liberté, il faut vivre, il faut vivre. Mesdames et messieurs, juste avant d'entrer en studio, nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sergou, directeur de publication de l'Indépendant. Ils ont tiré sur mon cœur, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont cassé le dossier. Mais on ne va pas laisser faire. Ils peuvent nous museler, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Chaque instant est un supplice pour la vie, la liberté, qui n'ont de choix que d'affronter les airs s'emplissent de leurs meurtriers. Et leurs complices en pardon à l'improviste, qui s'avère être un simulacre de réconciliation. Le secret craint la lumière, l'ombre sous les écrits diffuse le mensonge. Des respects aux âmes privées de leur corps, enterrés à tort au cimetière par la raison du plus fort. L'histoire elle est là, Norbert était là, plume de vérité qu'on a buté là, brûlé par le feu, éliminé là. Je veux qu'on me dise, puis s'habiller là. Pourquoi le tuer, pourquoi le buter, pourquoi le viser, pourquoi déguiser, pourquoi ne pas dire arrêtez de fuir, le dossier les gêne à moi de l'ouvrir. Nous rendons justice en parfaite impartialité, les coupables vont devoir payer. Il faut bannir l'impunité, défendre la vérité, Norbert savait la vérité. Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont classé le dossier. Mais on ne va pas laisser faire, ils peuvent nous museler, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Réduite en cendres un 13 décembre, pas la moindre trace de vie, encore moins de chair morte dans un véhicule calciné. L'horreur est bien humaine, elle a le goût, elle a l'odeur, la texture d'une politique sans envergure, cravate, costard et pourriture. Ils ont tiré sur Norbert, ils ont voulu le faire taire. Ils ont brûlé tout ce qui restait, ont classé le dossier. Mais on ne va pas se laisser faire, ils peuvent nous museler, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire.
Je suis la plume calcinée au détour d'une ville. Aujourd'hui ressuscité, le temps d'une vie. Je suis la voix menacée d'extinction à vie. Qu'attentats et confinement, nos guerres ramollies. See them come, the devil disciples try to hide the truth from high. Les sorciers habitués à manger, mais l'os des zongos sera le dernier. Ils ont tiré sur mon cœur, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont classé le dossier. Mais on ne va pas laisser faire, ils peuvent nous aider. Tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Vos assassins et leurs commanditaires se sont trompés. Bien au contraire, ils ont accru dans des millions de cœurs de Burkinabés une soif inextinguible de vérité, de liberté et de justice. La population s'est déjà soulevée. Et les gens ont été matraqués, gazés, emprisonnés. Certains sont encore en prison. Nul ne peut venir nous livrer à notre place si ce n'est que nous. On ne doit pas avoir peur de leurs bombes. On doit avoir peur que de Dieu. Et Dieu, c'est la paix, c'est la perfection, c'est le bonheur, la justice, l'égalité, l'amour. C'est tout. Tu ne peux pas avoir l'amour avec un frère esclave à côté. Tu ne peux pas avoir la justice avec un frère qu'on envoie impunément en taule. Tu ne peux pas avoir l'égalité avec un frère à qui on accorde tous les privilèges au nom de certaines vertus dont il est le seul à décréter les règles. Nous avons un peuple pacifique, c'est connu. Mais il n'y a pas de peuple pacifique pour un ventre qui est affamé. Un jour ou l'autre, s'il n'y a pas de solution, c'est certain que ce qui se passe ailleurs, les mêmes causes créant les mêmes effets, ce qui se passe ailleurs se passera chez nous aussi. Nous voulons que les choses changent. C'est eux qui disent que nous sommes en démocratie, que le pouvoir appartient au peuple. Si ce peuple ne vit pas bien, si ce peuple n'a pas la capacité d'avoir de l'eau simple pour boire, il faut que ce peuple se mette debout pour dire non et lutte pour que les choses changent. Au niveau des jeunes, on sent, pour ceux qui veulent bien le sentir, on sent une colère qui gronde et qui n'attend qu'à être canalisée et à être organisée pour permettre que cette colère-là s'exprime dans le bon sens et non pas dans le sens de destruction systématique de ce qui existe. Et je pense qu'il ne va pas nous pardonner aussi si on s'assoit seulement devant les caméras pour parler, piailler, et puis après s'asseoir dans nos bureaux, s'asseoir dans nos computer pour se morfondre sur notre propre sort. C'est pas ça, il ne s'agit pas de crier devant les caméras et des micros. Il s'agit réellement comment aujourd'hui, c'est ça, c'est difficile, c'est vraiment difficile, mais comment réellement passer du discours à l'action. Les luttes, au sein de particulier, c'est que effectivement il y a des phases où on se prépare. La phase de préparation, c'est connaître l'histoire des luttes. La phase de préparation, c'est comprendre ce qui se joue contre nous. C'est de comprendre aussi les avantages que nous aurons à mettre un certain nombre d'éléments en place. Tout ça, c'est des phases de préparation. Jusqu'au moment où une stratégie est mise en place pour passer de manière active, opérationnelle, à l'action. Nous devons mener le combat. Le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression.
We have to lead the struggle to free ourselves from oppression and other people. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que je suis prêt contre l'impérialisme. That's why I'm going to show you that I'm ready for imperialism. Je vous prie de me croire que ce n'est pas un jouet. Ici, ce sont des balles réelles. Those bullets are real bullets. Et lorsque nous tirerons ces balles, ce sera contre l'impérialisme. Vous savez, il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. Pendant que nous sommes là en train de discuter, pendant que nous sommes là en train de nous parler entre Africains, il y a des espions qui sont là pour rendre compte demain matin. There are some spies here that are going to... on us tomorrow morning. Mais nous leur disons qu'ils n'ont pas besoin d'amener des micros secrets. Puisque même si la télévision venait ici, nous allions répéter exactement la même chose. Il faut vous dire que nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Et la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. La somme des luttes qui se fait actuellement, la somme des rencontres, la somme des mouvements sociaux est en train de petit à petit construire les consciences des gens pour se dire que ce monde dans lequel nous vivons, nous ne le méritons pas. Ça peut être un autre monde. Mais pour que cela devienne un autre monde, nous avons besoin de nous battre. Et on ne peut pas se battre si on n'a pas une réelle prise de conscience. Avant tout, il faut changer soi-même. Il faut se battre pour comprendre la façon dont le système fonctionne et puis comment nous, on est partis de ce système. Nous, on est condamnés de faire par la persuasion ce que d'autres ont fait par la force, par la guerre. Notre génération, on est condamné à faire les choses en persuadant les gens. Donc ça veut dire quoi? En étant bien informé, ça c'est important, en étant cultivé et connaître réellement les réalités pour pouvoir s'engager. Donc la première des choses, c'est d'abord combattre l'ignorance. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui d'être ignorant. Or aujourd'hui, on a encore ce problème. D'abord ignorance, mais aussi méconnaissance de soi. Il est important qu'on se connaisse. Aujourd'hui, on est obligé, en tant que jeunes Africains, de savoir qui on est, d'où on vient. Et quel peut être notre apport aujourd'hui dans ce débat mondial. C'est important. Parce que les gens ont l'impression de négliger ça, pourtant c'est important. C'est plus tu découvres le passé, que tu te crées et tu te forges une ambition. Et tu te dis, mais merde, on n'a pas fait mieux que nos ancêtres. Ah non, attends, on dort là. Parce que quand on commence à connaître le passé, on dit, dis donc, je dors. Les gars, ils ont travaillé avant. Qu'est-ce que moi je fous là aujourd'hui? À passer tout le temps à danser, j'ai fouillé. Je veux dire, dès l'instant qu'on commence à avoir cette préoccupation, on commence à être ambitieux, on commence à sentir le poids de son pays, de son continent, du monde sur les épaules. Et évidemment, on s'engage. Donc pour moi, c'est d'abord ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment important de se connaître, être informé. Et ça, c'est vraiment les clés aujourd'hui pour pouvoir s'engager. Il ne faudrait surtout pas que les gens nous empêchent de rêver. Parce que le monde s'est fait avec les rêves. S'il y a une situation que nous
ne supportons pas et que nous ne souhaitons plus, il faut pouvoir rêver que cette situation disparaisse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Pour tout homme qui a un minimum de bon sens, qui veut en tout cas qu'un autre monde soit possible, il n'y a pas de doute qu'il va falloir se lever et prendre son destin en main. On est nombreux, on est beaucoup. Si jamais on arrive à passer le message que c'est possible, qu'on peut changer les choses, si les jeunes des quartiers populaires arrivent à se reconnaître dans des mouvements, si les jeunes des quartiers ici de Ouagadougou, à Karpala, sont capables de venir participer à ce genre de rencontre, de s'ouvrir un petit peu l'esprit, de regarder plus loin que leur quartier et leur rue, et qu'ils voient qu'un peu partout des gens résistent, je pense qu'à un moment, le rapport de force il peut s'établir et on peut changer durablement les choses. En 2 mois ou en 1 semaine, si la population décide, elle peut lancer une révolution pour changer les hommes. Ce n'est qu'une décision instinctive. La meilleure preuve que la lutte, il faut la continuer, c'est qu'il y a des batailles qui ont été gagnées. Donc c'est déjà un message d'espoir. Quand on regarde derrière ce qui se passait. Et nous avons besoin d'échanger nos stratégies, d'affûter nos armes que nous avons, pas des fusils, pas des kalachnikovs, mais nous avons des armes en nous, nous avons une force en nous que nous devons mettre en œuvre pour que ce monde soit mieux demain. Nous en sortir, c'est d'avoir en permanence, comme disait Sankara, que la victoire nous appartient et que la lutte est notre seul recours. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce que cette lutte, c'est une question de survie. Et aussi, c'est une question... Cette survie-là, elle n'est pas simplement une survie humaine au niveau individuel. Elle est une question de survie planétaire. La vie, c'est un combat, comme l'a vu Victor Hugo. Ceux-là qui vivent sont ceux qui luttent. Et ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres luttent à votre place. À tous les jeunes du monde entier, ils doivent se dire que nul n'a le monopole de la beauté. Nul n'a le monopole de la connaissance. Nul n'a le monopole du pouvoir. Nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. La jeunesse se conscientise davantage et que je sais que vraiment un jour le pouvoir là sera à nous. Nous allons vaincre, nous devons vaincre, nous vaincrons. Chacun de nous, nous devons prendre conscience que le monde est entre nos mains. Que l'avenir dépend de nos luttes d'aujourd'hui. Si nous asseyons, si nous croisons les bras pour dire qu'on n'y peut rien, alors ça va aller comme ça. Ça sera toujours comme ça. Donc les jeunes, on a le devoir, la mission de s'élever, sinon on n'a pas d'avenir. Et je termine par la phrase de Kizerbo qui nous dit « Si nous nous couchons, nous sommes morts ». En Afrique, les sages disent que quand tu rencontres l'autre, au lieu de te perdre dans ses yeux, reconnais-toi dans ses yeux. Il se pourrait que tu te vois toi-même. C'est pourquoi celui qui s'aime ne peut que aller vers l'autre. Parce que l'autre, c'est quoi l'altérité? L'altérité, c'est moi-même.
l'autre n'est rien d'autre que moi. C'est dans la différence que l'on trouve les voies de la complémentarité. Just relax. Take it easy. Slow down. I had this friend of mine. He just, you know, he was moving too fast, you know what I'm saying? I told him slow down. He said the sun don't chill. I said still, you gotta just appreciate life. Sit back. Don't let it fly right past you. No matter what go on, I'm still getting mine. Allez, couvre-moi. Tirer sur des gamins qui ont l'âge d'être tes gosses, ça rend la politique aussi utile qu'une bite à un pape. Pendant qu'on y est, faites-vous suivre par le croque-mort, ça fait économiser le trajet jusqu'à la morgue. On est dans la rue pour toutes ces conneries, à défaut de pouvoir vous distribuer une belle claque. On est dans la rue, par la rue, pour la rue, et conscient qu'avec vous, ça se passe dans la rue. On est dans la rue, juste avoir à manger. C'est le minimum. De la dignité et de la liberté. C'est le minimum. Pourquoi avez-vous tant dégainé? Salaud! C'est le Far West, dans la cité. Putain, Texas. Vous avez juré de nous servir. Menteur. Vous avez juré de nous protéger. Menteur. Pourquoi voulez-vous jouer les Django? Oh, ça. Croyez-vous pouvoir nous arrêter? Faut plus qu'un flingue pour avoir raison de notre volonté. Ce qui nous distingue de ces messieurs dits distingués, avec ces chasseurs de tête à la gâchette facile, c'est la bagarre ou le dialogue que vous recherchez. Si c'est le Texas, alors on y a tous droit. Tirez-vous dessus aussi puisque le matricule vous sert pas. Pendant qu'on y est, faites aussi venir les Indiens. Mettez-vous des plumes puisque le ridicule vous tue pas. On est dans la rue parce qu'on a faim et que ces messieurs n'ont pas jugé bon de nous inviter à leur festin. Parce qu'ayant mangé, sali leurs mains. Par conséquent, ils ont décidé de les essuyer sur nos vêtements. On est dans la rue parce qu'on n'est pas respecté et que notre silence n'a pas pu être acheté. On ne parle même plus de droit mais seulement de bon sens. C'est votre réaction qui donne à notre lutte tout son sens. On est dans la rue, juste avoir à manger. C'est le minimum. De la dignité et de la liberté. C'est le minimum. Pourquoi avez-vous tant dégainé? Salaud! C'est le Far West, dans la cité. Putain, Texas. Vous avez juré de nous servir. Menteur. Vous avez juré de nous protéger. Menteur. Pourquoi voulez-vous jouer les Django? Oh, ça. Croyez-vous pouvoir nous arrêter? Faut plus qu'un flingue. Vous êtes en direct de Campus TV et détrompez-vous, vous n'êtes pas en Irak. Vous assistez à de l'inédit. Les commandos ont mis à profit tout leur savoir-faire pour infiltrer le temple du savoir. Étudiants contre policiers, ce n'est pas le film à la une, mais l'actualité du jour. C'est pas normal. C'est même pas normal. C'est pas possible. Hein? Nous ne sommes même pas encore sur le campus. Garçon, non. Vous avez laissé le sang? Ouais. D'accord. Le campus là, c'est pas pour la police, c'est pour les étudiants. Tant que nous on est ici là, les policiers ne rentrent pas ici. Le vent vient comme ça. C'est ça. Tu vois non? Et tant qu'on était de l'autre côté là, leur gaz restait inefficace. Alors que dans cette situation là, ils veulent nous amener comme ça. Moi je pense qu'il faut trouver une solution pour repartir. Mais il faut venir comme ça d'abord. Après on va remonter. Si on va là-bas, ça sera un de... Vous nous avez affamés, maman, exploités et pillés. Now that my teacher nous a ouvert les yeux, et ça ne peut plus continuer. Le Babylon shake, Babylon shake. Allez donc arrêter ces vrais bandits qui courent et libérer mes frères injustement condamnés. Le capitaine l'avait dit, malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Vos prisons, balles et matraques ne peuvent pas stopper mon peuple. Dans sa légitime quête de paix et de dignité, un peuple qui a faim est un peuple en colère. Yeah man, quand comprendrez-vous que la paix sociale ne se construit pas en terrorisant le peuple? Trouvez la solution à nos problèmes au lieu de toujours les déplacer.
à Bakarbayan. On est dans la rue, juste avoir à manger. C'est le minimum. De la dignité et de la liberté. C'est le minimum. Pourquoi avez-vous donc dégainé? Salaud! C'est le Far West dans la cité. Putain de Texas. Vous avez juré de nous servir. Menteur. Vous avez juré de nous protéger. Menteur. Pourquoi voulez-vous jouer les Django? Croyez-vous pouvoir nous arrêter? Plus qu'un flingue. Jetez vos armes. Les mains sur le comptoir et bien visibles.